Découvrez dans cette vidéo l'histoire d'Edmund Kemper, un prédateur violent qui a terrorisé les jeunes au début des années 70 et qui sert de cas d'étude pour les psychologues jusqu'à aujourd'hui. Né le 18 décembre 1948, Edmund Kemper est venu au monde dans une famille qui l'a pratiquement condamné à être une personne perturbée. Car dès son plus jeune âge, il a subi des abus et des négligences de toutes sortes. Étant le troisième de 3 enfants et le seul garçon de la famille, Edmund a grandi en voyant son père, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, souffrir de stress post-traumatique et négliger sa famille. En même temps, sa mère, en plus de négliger émotionnellement le garçon, abusait également de lui physiquement et verbalement, refusant toute démonstration d'affection en croyant que cela le rendrait homosexuel. En l'absence de sa mère, Edmund a développé dès son plus jeune âge des fantasmes sombres mêlant mort et sexualité. Les premières manifestations de ces sentiments sont apparues lorsqu'il avait à peine 9 ans et qu'il a commencé à décapiter les poupées de ses sœurs. En outre, il lui arrivait souvent de simuler une exécution sur une chaise électrique ou des situations de mort imminente, comme se noyer dans la piscine familiale ou être poussé vers un train en marche. Tout cela coïncide avec le moment où son père les a abandonnés, laissant les enfants, et surtout Edmund, qui était la principale victime, avec leur seule mère abusive, qui, à partir de ce moment-là, est également devenue alcoolique. Son comportement inapproprié et sa relation malsaine avec sa mère ne se sont pas améliorés avec le temps, ce qui a conduit Elizabeth, sa mère, à le forcer à dormir dans la cave, craignant qu'il n'essaie de violer ses propres sœurs. Cela n'a fait qu'accroître la colère qu'il ressentait à l'égard de sa mère, car alors que ses sœurs pouvaient dormir confortablement dans leur chambre, il était contraint d'endurer seul le froid et l'isolement de la cave. Pour ne rien arranger, tout cela se passe au moment où Elizabeth l'insulte quotidiennement, remet en cause son avenir, sa capacité à être aimé et dit même chaque jour qu'il ne pourra jamais gagner l'amour d'une femme et que personne ne s'intéressera jamais à lui. Comme Edmund l'a raconté bien des années plus tard, cela a alimenté sa peur et sa haine, ce qui l'a poussé à attenter à sa propre vie. À l'âge de 10 ans, Edmund a enterré un chat vivant. À 13 ans, il a assassiné un autre félin. Un comportement récurrent chez les tueurs en série. Et enfin, à 14 ans, fatigué de subir les violences de sa mère, il a choisi de quitter la maison et d'aller vivre chez son père, ce qui n'a pas fonctionné et l'a conduit à s'installer chez ses grands-parents paternels dans une ferme en Californie. Cependant, même le changement d'environnement n'a pas suffi à mettre un terme au comportement perturbateur d'Edmund, qui ne pouvait plus être amélioré. Vivant avec ses grands-parents, les bagarres et les disputes étaient monnaie courante avec sa grand-mère âgée. Au bout de 2 ans, lors d'une dispute, il finit par exploser et, après avoir saisi le fusil de chasse que son grand-père lui avait offert, il finit par tirer sur elle, qui meurt sur le coup. Avant de savoir quoi faire, il entend son grand-père revenir du marché et, après l'avoir attendu en se cachant, il l'abat également par surprise, affirmant plus tard qu'il a commis le second meurtre parce qu'il voulait épargner au vieil homme le choc de voir sa femme morte. À la suite, ne sachant que faire, Edmund a appelé sa mère, la dernière personne qui lui aurait souhaité du bien, et lui a raconté tout ce qu'il venait de faire. Elizabeth insiste pour qu'il appelle la police, sinon elle le fera elle-même. N'ayant nulle part où aller, Edmund le fait et est arrêté et envoyé dans un hôpital psychiatrique en guise de punition pour les meurtres. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait attaqué sa grand-mère, il a répondu qu'il voulait savoir ce que cela faisait de tuer quelqu'un, ce qui a contribué à son diagnostic de schizophrénie paranoïaque. Cependant, Edmund a également été soumis à des tests de QI, qui ont révélé qu'il était doté d'une intelligence de niveau génie. Il ne tarde pas à être considéré comme un prisonnier modèle et est même chargé d'administrer des tests psychiatriques à d'autres délinquants. Cette responsabilité lui permet d'étudier directement le comportement et les erreurs des autres criminels, ainsi que de comprendre le fonctionnement des tests psychiatriques, ce qui lui permet de les tricher plus facilement. Tout cela lui a permis d'accélérer l'exécution de sa peine et, en l'espace de 5 ans seulement, il a été libéré et a même reçu les éloges de nombreux psychiatres qui l'ont soigné dans cet établissement. En guise de récompense pour sa bonne conduite, lorsqu'il est parti à l'âge de 21 ans,
Edmund a vu tous les dossiers relatifs à son internement et à ses crimes effacés, ce qui lui a permis de repartir à zéro. Les psychiatres de la clinique lui ont même conseillé de ne pas retourner chez sa mère, car l'histoire des abus pourrait faire ressurgir nombre de ses comportements. Mais sans argent, Edmund n'avait pas beaucoup d'options et a fini par y retourner. Au cours des premiers mois, il est constamment surveillé par la police, qui espère déceler un comportement étrange, mais rien ne semble indiquer qu'Edmund ait quoi que ce soit d'anormal. Pendant un certain temps, il a même envisagé de rejoindre les forces de police, mais il a fini par être renvoyé en raison de sa taille. Il mesurait plus de 2 mètres, ce qui l'a amené à migrer entre divers emplois temporaires en Californie jusqu'à ce qu'il s'installe finalement dans la ville d'Alameda. En raison de la relation toxique qu'il entretient avec sa mère, les visites de cette dernière sont fréquentes et se terminent toujours par des bagarres et des disputes qui peuvent être entendues par les voisins. Mais à part cela, Edmund semblait aller très bien et, bien qu'il n'ait pas pu entrer dans la police, il s'est lié d'amitié avec de nombreux officiers locaux, sans qu'ils sachent ou même soupçonnent que tout cela n'était qu'un grand plan du tueur en série. Sa routine consistait à se rendre au pub près de chez lui, à s'asseoir avec les officiers, à discuter de son travail quotidien et à exprimer son désir frustré d'avoir également poursuivi une carrière dans la police. Il gagne ainsi la confiance des officiers qui ne soupçonnent pas Edmund lorsque les premiers meurtres commencent à se produire. Tout a commencé en 1972, lorsqu'Edmund a acheté une voiture et a commencé à circuler dans les rues de la ville d'Alameda. Son activité favorite consistait à observer les jeunes, et en particulier les filles, en essayant de comprendre comment ils pouvaient se fondre dans la masse et rendre leur comportement plus naturel, ce qu'il n'avait jamais appris au cours de ses années passées à l'hôpital psychiatrique. Comme il apprend vite, il ne tarde pas à se présenter de manière amicale, à proposer des courses aux personnes qu'il rencontre dans la rue. Edmund raconte même qu'il a transporté plus de 150 personnes avant de passer à l'acte pour la première fois, histoire de convaincre les jeunes femmes de la ville qu'il était digne de confiance. Pour approcher de nouveaux passagers, il mettait tout en œuvre pour manipuler ses victimes. Il faisait semblant d'être en retard, demandait des informations ou encore simulait des rencontres et des coïncidences. Et ce n'est qu'en 1972, 8 ans après son dernier meurtre, qu'Edmund Kemper est repassé à l'action, cette fois par une nuit de mai. Lorsqu'il s'est approché de 2 jeunes étudiantes, Mary-Ann Pesce et Anita Luchessa, il les a persuadées de prendre un ascenseur avec lui. Et, après être montées dans la voiture, elles n'ont plus jamais été vues. Il a avoué avoir poignardé Anita et tenté d'étrangler Mary, mais n'y étant pas parvenu, il s'est contenté de lui trancher la gorge. Il a ensuite rangé les corps dans le coffre de la voiture pour les ramener chez lui, où il a également avoué avoir eu des rapports sexuels avec les corps des jeunes femmes, ce qui allait devenir un schéma récurrent dans tous ses crimes ultérieurs. En septembre de la même année, 4 mois après la mort des 2 jeunes filles, Edmund a capturé sa prochaine victime. Cette fois, une jeune fille de 15 ans appelée Aiko Koo. Comme pour le meurtre précédent, il s'est rendu en voiture dans une région isolée et a tué la jeune fille, cette fois par strangulation. Le plus frappant dans ce crime est que, même avec le corps dans le coffre, Edmund a eu l'audace de s'arrêter au pub et de boire avec les policiers comme si de rien n'était, laissant même la voiture déverrouillée alors qu'il était ivre, comme s'il se vantait de sa dernière victime. En janvier 1973, peu après être retourné vivre chez sa mère, Edmund a proposé à Cindy Schall de la raccompagner chez elle alors qu'elle traversait le campus du Cabrillo College. Il s'est ensuite rendu dans un endroit isolé et a tiré une balle dans la tête de la jeune fille, répétant le processus consistant à mettre le corps dans le coffre, à rentrer chez lui et à cacher le corps pour avoir des relations sexuelles, puis à le démembrer, à enterrer la tête dans son propre jardin. Un mois plus tard, en février 1973, après une dispute avec sa mère, Edmund, furieux, décide de passer sa colère sur d'autres personnes. En raison des meurtres mystérieux qui ont lieu dans la région, où sévissent également 2 autres tueurs en série. La police a recommandé aux gens de n'accepter de monter que dans des véhicules munis d'une pièce d'identité. C'est ainsi qu'Edmund prend la voiture de sa mère, qui porte le sceau de l'Université de Californie où elle travaille, et part à la recherche de ses prochaines victimes. Cette fois-ci, Edmund choisit 2 amies, Rosalie et Alice, et après avoir usé de ses ruses pour gagner l'empathie des filles, il réussit à les faire monter dans la voiture. Pendant le trajet, il remarque que l'une des filles semble flirter avec lui,
ce qui peut être ou non le résultat de son esprit perturbé qui alimente encore plus sa soif de sang. Lorsqu'elles ont commencé à se demander où elles allaient, Edmund a fini par sortir une arme dissimulée et a abattu les deux filles. Il s'est ensuite rendu dans une rue déserte, a démembré les corps sur place et les a entreposés dans le coffre, choisissant différents endroits pour déposer les parties du corps des filles, compliquant ainsi la tâche de la police. Durant cette période, Edmund se promet que ce seront ses dernières victimes, mais la vérité s'avère bien plus dérangeante que cela. Le mois suivant, après une grosse dispute avec sa mère, Edmund est prié par le fait qu'elle l'ignore, le laisse parler tout seul et même le laisse tranquille. Agacé, se rend pendant la nuit dans la chambre d'Elizabeth pour poursuivre la discussion, mais elle ne lui répond que par un « bonne nuit », comme si elle ne s'intéressait pas à lui. Ce rejet a renforcé la haine qu'il éprouvait pour elle, et même après être rentré dans sa chambre, le tueur n'arrivait pas à dormir. Après des heures de sommeil, vers 5 heures du matin, il a pris un marteau, s'est rendu dans la chambre de sa mère et l'a fait à la tête, la tuant dans son propre lit. Non satisfait, Edmund, qui voulait que la mort de sa mère soit aussi humiliante que possible, l'a décapitée et a ensuite placé sa tête dans la cheminée du salon, où il l'utilisait comme cible d'entraînement. Plus tard, il lui a également coupé la langue et les cordes vocales, car selon lui, ce sont les parties d'elle qui l'ont le plus blessé, puisque malgré tous les abus, il l'aimait toujours. Après avoir rompu sa promesse, le tueur a appelé la meilleure amie de sa mère, Sally Hallett, et l'a invitée chez lui pour manger un morceau et discuter avec elle. Lorsqu'elle est arrivée, il lui a dit que sa mère était sortie, mais qu'elle reviendrait bientôt. Entre-temps, il l'a étranglée à mort, a caché son corps dans l'armoire et a suivi le même schéma de rapport sexuel et de démembrement. Comme cette fois il était directement lié à ses victimes, Edmund savait qu'il pouvait être lié au meurtre, c'est pourquoi il a décidé de s'enfuir. Il a pris la voiture et a roulé pendant 18 heures d'affilée, ne s'arrêtant que pour manger et faire le plein d'essence. Pendant ce trajet, il est informé par la radio et découvre que la police a du mal à trouver le responsable des crimes, car les deux autres tueurs en série de la région, John Fraser et Herbert Mullin, ont également fait des victimes récentes, ce qui perturbe les hypothèses de la police. Le 23 avril, depuis une cabine téléphonique, Edmund a appelé la police et a avoué les meurtres à ses collègues du bar. Au début, les policiers ont ri car ils pensaient qu'il plaisantait. Mais après avoir appelé une deuxième fois et demandé à parler à l'un de ses proches, il a commencé à donner des détails sur les crimes, y compris l'emplacement des corps, et ce n'est qu'à ce moment-là que ses déclarations ont commencé à être prises au sérieux, laissant tous ses amis choqués par la brutalité de ses déclarations. En conséquence, Edmund est à nouveau arrêté et accusé d'être responsable des 8 meurtres. Sa défense a même tenté de prétendre qu'il était fou et ne pouvait être tenu pour responsable de ses actes, mais le tueur lui-même n'a pas semblé y croire. Pendant le procès, il tente de se suicider à 2 reprises, mais échoue à chaque fois, et le 8 novembre 1973, il est reconnu coupable des 8 meurtres commis entre 1972 et 1973. À l'époque, il avait même demandé à être condamné à la mort sous la torture, mais en raison des lois californiennes, sa peine s'est finalement transformée en 8 condamnations à perpétuité, qu'il purge encore aujourd'hui. Sa condamnation l'a conduit à être envoyé dans un centre médical où d'autres tueurs en série tels que Charles Manson et Richard Mullins étaient également détenus. Une fois là-bas, il est à nouveau considéré comme un prisonnier modèle, car il collabore avec les officiers, effectue des travaux d'intérêt général et aide même à s'occuper d'autres détenus plus problématiques. Il donne même des interviews et décrit aux psychologues ce qui lui passait par la tête au moment des meurtres et lors de leur planification, mettant ainsi en lumière l'esprit des tueurs en série, ce qui permet d'explorer plus avant les motivations de ces psychopathes.